Mes très chers amis investisseurs, c'est un réel plaisir de vous retrouver enfin pour cette nouvelle vidéo de l'année 2026. Bip bip. Avant de démarrer, bien entendu, j'en profite pour vous souhaiter mes meilleurs vœux. Peut-être pour vous, ça sera l'ouverture de votre premier centre ou l'optimisation de votre panel de centres de self-stockage. Bref, je vous souhaite le meilleur et bien entendu, surtout, la santé. L'année. Et surtout, la santé, hein. Important, la santé. Ah oui, la santé, oui. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, c'est une vidéo un petit peu exceptionnelle puisque je ne viendrai pas les mains vides. Je vous propose donc une masterclass. Une masterclass, ça sera une vidéo complètement directe avec peut-être des petits ratés. J'ai prévu plein de notes. C'est une vidéo qui se voudra très complète pour fêter. Et c'est ce qui expliquera aussi la raison pour laquelle ça faisait longtemps que je n'avais pas sorti des vidéos. Donc pour fêter la sortie de mon livre dédié au self-stockage. Donc ça s'appellera le grand livre du self-stockage. Mais non! Mais hasard de dingue! Pardon, vous êtes? Vexé? J'en suis très fier, c'est le résultat de plus d'1 an de travail. C'est le résultat de toutes ces vidéos, des rencontres, des accompagnements que j'ai pu proposer depuis maintenant quelques mois, voire même un peu plus d'1 année. Donc voilà, cette vidéo c'est un petit peu le côté un petit peu festif pour fêter l'arrivée de mon livre qui est finalement le tout premier livre du self-stockage en France. J'y ai mis tout mon cœur, toute ma passion. J'espère bien entendu qu'il vous plaira. Donc il est disponible sur Amazon au même titre que le livre que j'avais écrit à l'époque, Self-Storage Révolution, Self-Stockage Révolution, qui parlait de l'intelligence artificielle, comment intégrer ChatGPT dans son centre de self-stockage. Voilà, j'ai voulu aller plus loin et sortir finalement tout ce que j'avais dans la tête, partager mon expérience, partager toutes mes connaissances à travers ce livre-là, donc le grand livre du self-stockage. Et donc bien entendu, pour fêter ça, et pour lancer cette année 2026, je vous propose une masterclass. La masterclass du self-stockage. Donc c'est une vidéo qui sera relativement longue, pardonnez-moi, mais en tout cas, je vais essayer de tout vous partager. On va parler du marché, on va parler de la rentabilité du self-stockage, on va parler automatisation, on va parler les grandes tendances de ce marché-là, on va parler du self-stockage en container, de la durée moyenne de location. Bref, je vais essayer de répondre à maximum de questions auxquelles je n'ai jamais pu ou le temps de répondre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. Si tu es nouveau, et là je te tutoie, si tu es nouveau sur cette chaîne, je me présente rapidement, je suis Nicolas Todo, je suis donc investisseur avant toute chose dans le secteur du self-stockage. Donc je suis propriétaire de 3 centres de self-stockage et depuis un peu plus d'1 an, j'ai développé une formation qui est la seule formation en France au moment où je fais cette vidéo dédiée à l'investissement dans les centres de self-stockage. Donc le self-stockage, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est un marché de niche qui est très rentable et l'idée finalement à travers mes vidéos, à travers ma chaîne YouTube, c'est de démocratiser finalement ce marché et de vous expliquer comment ça marche. Donc voilà, si tu es intéressé par le marché du self-stockage, premier petit cadeau, je t'ai mis en place un lien dans la description. Tu cliques dessus et je t'offre un starter kit. Donc finalement, c'est toutes les premières connaissances que tu dois avoir si tu veux ouvrir ton propre centre de self-stockage. Si tu es déjà à un niveau un peu plus développé et que tu souhaites partager avec moi ton projet, que tu as local ou non, je t'ai également mis un lien calendrier pour prendre rendez-vous avec moi et on parlera ensemble de ton projet si tu as des questions sur ma formation. Bref, voilà, l'instant promotion est terminé. Maintenant, je te propose de passer directement dans la vidéo. Alors, pardonne-moi, juste avant de démarrer, voilà, j'ai pris pas mal de notes. Cette vidéo m'a demandé beaucoup de travail. Donc, oui, je vais parfois lire mes notes, mais en tout cas, je vais essayer de t'apporter un maximum de contenu. Donc, j'ai pas appris mon texte par cœur. Voilà, m'en veux pas. C'est parti, on lance tout de suite cette vidéo.
avant toute chose, le self-stockage, c'est une vraie licorne de l'investissement immobilier et ça depuis de nombreuses années. En effet, c'est un des investissements, voire même l'investissement immobilier qui est le plus rentable, que ce soit à l'heure actuelle, mais déjà depuis de nombreuses années. Des articles, et là je fais un petit clin d'œil au site locationgardemeubles.fr que je remercie. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas, allez voir parce qu'ils font des articles de très très haute qualité. Il y a un article qui m'a marqué, je te le mettrai juste à côté, qui dit qu'en gros, dans moins de 5 ans, le marché du self-stockage pèsera presque 2 milliards d'euros. Donc voilà, c'est juste pour te donner un petit peu la puissance de ce marché. Donc on voit depuis quelques années maintenant des centres qui ouvrent un petit peu partout en France. Donc historiquement en métropole ou en tout cas dans des grandes villes, mais aussi et de plus en plus dans des villes semi-urbaines, voire même à la campagne. Et pourtant, très peu de gens connaissent le self-stockage. Effectivement, ce marché souffre on va dire, d'un déficit de notoriété. Le service du self-stockage est peu connu et malgré ça, on a quand même des taux d'occupation de plus de 80%, on est même monté jusqu'à 90%. Donc voilà, le marché se porte plutôt bien, mais on va nuancer tout ça et je vais vous apporter voilà, beaucoup d'informations pour que vous ayez une vision globale, générale du self-stockage. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer comment fonctionne réellement le self-stockage si tu ne connais pas. Donc ça, c'est vraiment si tu es débutant. Et surtout, comment tu peux tirer profit de ce marché-là, de cet investissement-là. On va parler donc rentabilité, puisque les chiffres, je sais, vous intéressent. On va parler automatisation. Donc ça, c'est pour toi si tu connais déjà le self-stockage, car le self-stockage peut être un business automatisable, à nuancer ici encore. On va parler investissement dans les containers, qui est une solution de stockage qui est de plus en plus développée. On va parler durée moyenne de location, la fameuse question qui revient régulièrement. Je vais te donner aussi des techniques pour te lancer dans le self-stockage en 2026, quelles sont les grandes étapes. Et je vais te partager donc mes prévisions pour cette année 2026, les tendances du marché si tu souhaites ouvrir ton centre, plutôt intéressant, et ce qui va vraiment faire la différence dans les prochaines années. Voilà, ça c'est un vrai programme comme on les aime. En gros, je vais essayer de te partager tout ce que tu dois plus ou moins savoir avant de te lancer dans le self-stockage, ou même si tu viens de te lancer et que tu veux aller te performer, aller te professionnaliser davantage. Commençons directement par les bases. Qu'est-ce que le self-stockage? Alors, si tu connais le self-stockage, tu peux avancer un petit peu, mais je pense que revenir en arrière sur les bases, ce n'est pas inintéressant, tu vas comprendre pourquoi. Le self-stockage, qu'est-ce que c'est? Le self-stockage, c'est un service de proximité, ce qui veut dire que tes clients seront à proximité de ton centre, qui va te permettre de louer un espace de stockage, que l'on appellera des box de stockage. Et l'idée, c'est que tes clients, donc les professionnels ou les particuliers, puissent entreposer leurs affaires durant une durée définie. Donc le self-stockage, c'est un service qui est vraiment flexible pour tes clients. Le client va pouvoir accéder à son box de manière autonome, expliqué grâce à un code qui sera un code personnel. Quelle est la différence entre un self-stockage et un garde-meuble? Le garde-meuble, initialement, c'était plus développé par les déménageurs. Donc en gros, ils mettaient à disposition leur entrepôt, ils faisaient des boîtes en bois dans lesquelles tu venais mettre tes affaires et ils stockaient le temps que tu en avais besoin. L'inconvénient de ce système, c'est que tu ne pouvais pas y accéder quand tu voulais. Tu étais obligé de prendre rendez-vous et ils n'aimaient pas trop ça en fait. L'idée, c'était quand même de stocker durant une durée plus ou moins longue, et quand tu voulais partir, tu récupérais tes affaires. Mais l'idée, c'était pas de venir chercher tes affaires, ton carton, toutes les 5 minutes, comme tu peux avoir besoin de le faire dans le self-stockage. Et là, le self-stockage, lui, repose sur 3 principes clés. 1, l'accès libre. Tu viens quand tu veux. 2, une gestion autonome du box, que ce soit pour le client où justement il a son propre code d'accès, mais également pour le propriétaire où il peut bloquer, débloquer des accès, gérer justement ses contrats avec la facturation électronique, avec les relances, etc. Bref, on en parlera un petit peu plus loin. Et du coup, proposer aussi à ses clients des durées de location flexibles.
allant de un jour, pour certains centres qui peuvent le proposer, à un mois. Moi, personnellement, je pratique au mois. Voilà. Et le client loue vraiment la période dont il a réellement besoin. Et en fait, c'est cette liberté qui explique le succès du self-stockage en France. Passons maintenant à la partie 1, le marché. Le marché européen, le marché français continue de croître fortement. Donc ça, c'est cool, puisque le marché du self-stockage couvre aujourd'hui près de... le marché européen, pardonnez-moi, couvre près de 16,5 millions de mètres carrés. Alors, c'est un chiffre assez important, mais grossièrement, ce que tu dois savoir, c'est que le marché se développe, et ça depuis plusieurs années. On a même atteint une croissance d'environ de 10% en 2004, donc c'est quand même relativement costaud, sachant que je te rappelle un peu le contexte macroéconomique, inflation, guerre, hausse des taux d'intérêt, marché immobilier qui se casse la gueule. Malgré tout, le self-stockage continue de se développer avec des taux d'occupation relativement hauts, des prix au mètre carré qui augmentent, on en parlera plus tard. Mais donc, voilà, en dépit d'une année marquée, l'année 2025 marquée par des pressions inflationnistes, par des incertitudes économiques, par le secteur européen du self-stockage, continue son expansion et c'est pareil pour la France. Actuellement, pour te donner un ordre d'idée, le self-stockage génère environ 800 millions d'euros par an en France. Et en 5 ans, cela pourrait atteindre même 1,2 milliard d'euros. Donc tu vois un peu l'état du marché. C'est quand même colossal. J'ai même noté du coup qu'en France, le marché est en forte expansion. On note à peu près 500 000 box réparties sur plus de 2100 centres en 2025. Avec une densité de 7 box par habitant. Alors ça, c'est des chiffres, ok. Mais si tu dois imaginer un peu le truc, le marché du self-stockage, c'est à peu près 30 fois en taille, 30 fois Notre-Dame de Paris. Ça en fait des cartons. Ou 6,5 fois le Stade de France. Ou 8 fois le château de Versailles. Donc ça, c'est grâce à un super article que j'ai lu sur Location Garde Meuble. Mais c'est pour te donner un petit peu la puissance de ce marché, c'est qu'il y en a partout, des centres, ça se développe. Et malgré ça, il y a encore de la demande. Donc, il y a du potentiel. Le marché donc augmente chaque année. Alors, beaucoup de centres, c'est vrai, sont situés en métropole. Mais on voit de plus en plus de centres se développer, comme je disais, en périphérie et en zone urbaine. Et d'après les pipelines, d'après les chiffres des constructeurs ou des gros institutionnels, je parle de Shurgard, je parle de Locabox, je parle de Homebox, qui sont des marques assez connues, il y a encore d'autres projets d'ouverture. Donc bon, c'est un marché qui se porte relativement bien. Mais pourquoi ça grandit? Posons-nous une question. C'est effectivement, on voit ce marché exploser. Alors pourquoi? Comment ceci est expliqué? Très simplement, c'est expliqué par le manque d'espace des logements. En gros, on est de plus en plus nombreux sur cette planète. Je ne crois pas que ça va s'arrêter demain. Donc du coup, il va falloir se répartir. Et malheureusement, on a de moins en moins de place. C'est ce qui est assez logique. En parallèle de ça, les bourses diminuent. On a de moins en moins d'argent, expliqué par tout un tas de choses. On ne va pas faire de politique sur cette chaîne. Mais en tout cas, voilà. Ce qu'on cherche à faire, nous, on va parler des particuliers dans un premier temps, c'est de rationaliser nos espaces de vie, optimiser nos espaces de vie. Donc pour autant, on ne consomme pas moins. On est toujours, voilà, là, on achète sur Internet, c'est de la facilité de consommation est toujours là. Et en parallèle aussi, il y a une véritable mobilité professionnelle, on déménage plus facilement. Et donc pour compenser tout cela, on a besoin d'espace en fait. On a besoin d'espace et ces espaces sont proposés par le self-stockage. Le self-stockage apporte donc une certaine sécurité par l'intermédiaire de ces installations, une certaine flexibilité. Donc j'ai besoin d'un box de temps à temps, j'ai besoin d'un box de telle taille. On est capable de proposer des solutions par l'intermédiaire du self-stockage. C'est d'ailleurs tous nos avantages, notre plus-value est là. Malgré ça, je noterai aussi que la France est une anomalie. Comme je le disais tout à l'heure, on a un taux de notoriété relativement bas. Les gens ne connaissent pas ce service comme on pourrait l'appliquer aux États-Unis, où c'est vraiment rentré dans les mœurs, dans les techniques, dans les usages, dans les consommations des ménages, mais également des professionnels. Et donc, on est sur un marché qui n'est pas mature d'un point de vue du taux de notoriété. Alors certes, le taux de notoriété
va se développer, il met du temps, énormément de temps. Donc, ce qui veut dire que derrière, ici aussi, il y a un vrai potentiel. Imaginez demain si on prend 1 point, 2 points, 10 points de notoriété parce qu'il va y avoir à un moment donné un déclic. Et que du coup, les ménages ou les professionnels commencent à intégrer ça. En fait, on n'aura peut-être pas assez de centres pour répondre à toute la demande. En parallèle de cela, de plus en plus de centres se développent, ce qui veut dire aussi que la visibilité du service est de plus en plus en train de se développer on commence à voir des centres de partout, et donc le fait de les voir, finalement, ça permet d'intégrer ça petit à petit, d'implanter ça dans nos usages. Donc, en gros, plus il va y avoir d'urbanisation, plus les surfaces vont réduire et les modes de vie modernes continuant toujours à se développer avec la consommation de masse, etc., plus la demande dans le self-stockage va évoluer. Il est important de préciser aussi que le self-stockage répond parfaitement bien à la crise. On l'a vu pendant la crise Covid, on a eu des taux d'occupation qui ont énormément augmenté. Donc c'est un marché qui se porte très bien en période de crise. Parce qu'il permet, encore une fois, de rationaliser nos espaces de vie. Mais c'est exactement pareil pour les professionnels qui vont chercher à optimiser également leurs espaces de travail. Alors la question que j'entends souvent, c'est est-ce que le marché est saturé ? Effectivement, on voit des centres de partout, pleuvoir de partout, ça se crée à droite, à gauche, etc. Alors, moi, de mon retour, il est évident que le marché est de plus en plus concurrentiel. Cependant, il n'est pas saturé partout. Les grandes métropoles et certaines zones donc périurbaines sont très équipées. Je parle de Toulouse, je parle d'Île-de-France. Il y a des zones qui sont, très équipées en centre de self-stockage. Cependant, il y a des territoires qui restent sous-équipés, sous-offrés. D'ailleurs, j'en profite pour mettre donc ce visuel pour que tu constates un petit peu le remplissage, l'équipement de certaines zones et la différence qu'il peut y avoir en fonction des régions. Donc, on voit que le taux d'occupation moyen, lui, est de 86%, ce qui montre que donc, la demande reste bien réelle. Pour autant, certaines zones manquent de centres de self-stockage et d'autres en ont énormément. Donc l'Île-de-France et les grandes métropoles, par exemple, sont en croissance continue, mais des régions entières, elles, sont complètement sous-exploitées, comme tu peux le voir sur ce visuel. Et c'est là que se trouvent véritablement, selon moi, les véritables opportunités. Je le vois à travers les élèves de ma formation, des centres qui se développent justement, que ce soit en campagne ou que ce soit dans des zones un peu moins fréquentées, se remplissent très rapidement. Et il y a là aussi une demande. Donc, peut-être pas si intéressant que ça que de se regrouper dans les grandes métropoles, mais en tout cas, regardez des zones semi-urbaines et j'alerte en montrant que vraiment, le self-stockage n'est pas considéré comme un business qui est forcément centré sur les grandes métropoles. Il y a de la demande un petit peu partout en France. Je te propose maintenant de passer à la partie 2, les grands changements sur les réservations qu'on a notées en 2026. Alors ok, le marché grossit, mais la vraie bascule pour moi depuis 2 ans, c'est la façon dont les clients louent. En 2024, par exemple, il y avait beaucoup de réservations qu'on appellerait des réservations molles ou en tout cas sans contrat ferme. Par exemple, en 2024, on observe quelque chose de simple, c'est que 67% des réservations se faisaient entre 9h et 17h, donc des horaires de bureau classiques, et 33% en dehors. Et attention, souvent c'était des pré-réservations, donc il n'y avait pas de paiement en ligne, il n'y avait pas de contrat signé. Donc c'était absolument pas du 100% automatisé comme on entend maintenant. En 2025, il y a le nombre de réservations fermes progresse. Donc en gros, en 2025, ce qu'on a pu se rendre compte, c'est qu'il y a de plus en plus de réservations avec signature électronique, paiement en ligne et accès automatique. En gros, le client va sur le site, il réserve son box et il accède ensuite à son centre. Donc en fait, il y a vraiment une symbolique de contractualisation beaucoup plus forte qu'on pouvait l'avoir en 2024. Par exemple, dans les grandes villes, une part plus importante des réservations ont lieu le soir et la nuit, donc entre 17h et 9h.
qu'on avait beaucoup moins à l'époque. Et ça, c'est permis grâce à l'automatisation, grâce à la digitalisation. On va en parler un petit peu plus loin. Et dans les zones semi-urbaines et rurales, c'est davantage pour le coup par contre en journée. Mais dans tous les cas, ce qu'il faut que tu intègres, c'est que ce qui a changé depuis quelque temps, c'est la réservation 100% en ligne qui devient de plus en plus la norme. Et si l'automatisation progresse, ça change aussi un truc énorme sur la durée de la location, comme on a pu le voir. Et là, on va parler maintenant de la fameuse durée de location. Alors c'est vrai, on me demande très souvent, Nicolas, en moyenne, quelle est la durée de location d'un box? C'est une vraie question que l'on se pose tous d'ailleurs. À ça, j'ai fait pas mal de recherches et j'ai pu aussi regarder dans mes statistiques, etc. Et je dirais que ça dépend complètement de du modèle de centre. En France, par exemple, en 2025, on est grosso modo entre 9 mois et 22 mois. Voilà, avec ça, t'es bien avancé. Mais en réalité, ça raconte une histoire très simple que j'ai pu analyser par le biais du site Location Garde-Meuble. On a le modèle A. Le modèle A, ce sont des centres dits professionnels. Exemple, Locabox, Homebox, Suregarde, bref, les grosses têtes d'affiche. Ces centres-là appliquent donc des gestions dynamiques. Comme tu peux le voir en hôtellerie ou dans le modèle un petit peu aérien, en gros, ils vont faire évoluer leur prix par rapport à l'offre et à la demande. Donc, ils ont des outils pour ajuster les loyers selon le remplissage, selon la période, selon le type de box, selon l'implantation du box dans le centre. Bref, ils proposent donc également un parcours client très digital. Résultat, les clients qui viennent dans ces centres louent un box pour vraiment un besoin précis, exemple un déménagement, des travaux et transitions, mais ils tournent relativement plus vite. En fait, le fait que le prix évolue durant des périodes de location vont faire qu'ils ne vont pas avoir le temps et le confort de pouvoir rentrer ça, entre guillemets, comme j'ai tendance à le dire, comme un abonnement. L'idée d'un centre pro, en fait, c'est de ne pas arriver forcément à 100%. D'ailleurs, c'est ce qu'on applique en hôtellerie, c'est que en fait, le 100% n'est pas rentable. Ce qu'on cherche, c'est à optimiser finalement le revenu au mètre carré. Donc, en fait, l'objectif des centres professionnels n'est pas d'avoir 100% de remplissage, mais de louer au meilleur prix pour chercher à optimiser véritablement le prix au mètre carré. Et là arrive vraiment la différence avec le modèle B, donc qui sont des centres qu'on a connus plus classiques, avec des prix stables. Exemple, voilà, tu as un box 2 mètres carrés, c'est 60 € et ça sera entre guillemets à vie comme ça. Et donc naturellement pour le client, c'est carrément beaucoup plus confortable. Il rentre ça comme un abonnement, dans sa tête il n'y a pas d'évolution de prix, il n'a pas l'impression voilà, que le prix augmente sans forcément d'explication, parce que ça aussi ça peut être mal vu. Et donc du coup, naturellement ils vont rester plus longtemps. En gros, moins le prix est cher et évolutif, plus la durée de location sera longue. Donc finalement, les centres dits classiques, les modèles B, c'est des centres avec des prix stables, avec peu d'augmentation et la gestion, elle est beaucoup plus simple et parfois c'est une activité secondaire pour certaines. Donc les clients restent plus longtemps parce que c'est pas cher et que le propriétaire, lui, ce qu'il va chercher, c'est le 100%. Mais souvent, la rentabilité de ces centres-là, le prix au mètre carré est beaucoup plus faible. Parce que les propriétaires ne sont pas du tout dans l'idée de chercher à optimiser leur prix au mètre carré. Ils cherchent le 100% et ils cherchent à ne pas s'embêter. Le centre vit sa vie, il a ses rentrées locatives et puis ça s'arrête là. Autre élément qu'on peut remarquer dans la durée de location, c'est que le type de box joue aussi. Si tu as des box en bois, naturellement, tu ne vas pas proposer les mêmes prix que si tu as des box premium comme j'ai moi en métal. Parce que les box en bois, dans l'image, c'est pas du tout la même qualité. Clairement, qu'on se le dise, ça fait plus artisanal. Donc le prix sera naturellement plus bas. Et qui dit prix plus bas, dit durée plus longue. Et à l'inverse, sur des prix, sur des centres plus premium, etc., on aura des besoins ponctuels, mais des durées aussi plus courtes et des prix plus élevés. Autre chose qui peut faire varier la durée de location, c'est le profil de client. Exemple, les particuliers sont souvent sur des périodes de transition, louent en général des box pour 6 à 12 mois. Le temps de déménager, de faire des travaux, de réaménager leur logement. Par contre, les professionnels, eux, gardent des box beaucoup plus longtemps.
on est aux alentours de 24 mois et plus. Exemple, les artisans, les commerçants, les associations, les petites entreprises. Eux, ils utilisent finalement des box comme des annexes de leur activité. Et donc, du coup, ils rentrent ça dans leur charge, c'est intégré, ils absorbent également la TVA, et donc, naturellement, les durées seront plus longues. Alors, pourquoi la durée de location, c'est un indicateur stratégique? Parce qu'en fait, la durée, ça influence tout. Ça influence ton chiffre d'affaires, naturellement. Plus tu auras des durées plus courtes, comme on a vu tout à l'heure, plus tu auras peut-être des prix au mètre carré plus élevés. Et donc, qui dit prix au mètre carré plus élevé, tu multiplies ça par le nombre de mètres carrés, tu vas avoir une influence sur ton chiffre d'affaires. Et également sur la rotation. Plus tu as des durées courtes, plus tu auras une rotation importante. Ça va influencer également ta politique tarifaire. Si tu es sur un prix basique toujours pareil, ta politique tarifaire sera stable. A l'inverse, si tu choisis comme les professionnels de venir adapter tes prix en fonction de l'offre et de la demande, etc., comme on a vu de l'emplacement, naturellement, tu auras une politique tarifaire beaucoup plus dynamique. Ça va influencer également ton besoin d'automatisation. Un client qui vient une fois comme ça, dans un centre, il loue l'unbox et c'est entre guillemets à vie, tu n'auras pas besoin de mettre par exemple des box connectées, puisque le client arrive, mettra son cadenas et puis ciao, merci. A l'inverse, un centre de self-stockage qui a une politique tarifaire dynamique, qui recherchera à optimiser ses prix, il aura forcément ce besoin de venir justement automatiser ça pour éviter le côté chronophage, apporter un service supplémentaire qui justifiera aussi un prix, etc. Bref, un centre qui sera rempli à 100%, mais avec un prix trop bas, perdra du revenu tous les mois. Oui, c'est OK. Et à l'inverse, un centre qui aura une durée plus courte, de 9 mois, qui va appliquer une politique tarifaire, peut gagner autant, si ce n'est, bien entendu, plus qu'un centre avec 22 mois de durée de location. Et ça est expliqué par la gestion dynamique qui permettra de lisser les demandes. Pour conclure cette durée de location, il y a deux approches, modèle A, modèle B, deux résultats, et aucune n'est mauvaise. Il y a les modèles qui répondent à des visions différentes. Certaines auront des philosophies différentes, différents résultats. Tous deux sont légitimes selon le projet économique. En fait, il n'y a aucune stratégie qui est meilleure qu'une autre. Moi, ce que je peux dire, c'est que tout dépend de l'emplacement, déjà. Tout dépend de tes objectifs financiers. Tout dépend du temps que tu veux y accorder, de la structure d'exploitation, du type de clientèle que tu vas viser et du modèle économique choisi. Donc, retiens ça. Il n'y a pas de bon ou mauvais modèle. Il y a par contre un modèle véritablement adapté à toi. Et c'est tout l'intérêt et toute la beauté finalement du self-stockage. Je vais faire une petite pause parce que tout ça, ça me donne soif. Et maintenant, on va passer à la prévision. La prévision, quelles sont les belles prévisions de 2026? Car oui, pour moi, 2026 va être une grande année du self-stockage. Tout d'abord, la consolidation. Alors, qu'est-ce que c'est que la consolidation? Finalement, le self-stockage européen, on va parler large, vit une période de consolidation. En fait, il y a de plus en plus d'acquisitions et de regroupements et ça devient la norme. Ce qui était à l'époque une exception tend à devenir la norme. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? En fait, les principaux opérateurs du centre de self-stockage, ceux que tu connais, ceux que tu vois, ceux qui sont vraiment en une autorité assez importante, eux, ils cherchent à développer leur portefeuille. Donc, s'ils cherchent à développer le portefeuille, il y a de fortes chances que le marché se porte relativement bien. Sinon, ils n'iraient pas prendre ces risques-là. Et donc, pour chercher à développer leur portefeuille, ils choisissent différentes méthodes. Soit l'acquisition de centres existants, soit le regroupement, soit la création de portefeuilles. Et ouais, trouver des emplacements est de plus en plus difficile à l'heure actuelle, puisqu'il y a de plus en plus d'acteurs et que le marché de niche tend à petit se développer. Donc, tu ne peux plus construire aussi facilement qu'avant. Et quand tu ne peux plus construire aussi facilement qu'avant, tu rachètes. Et c'est ce qu'on a vu de plus en plus, on va parler un petit peu plus loin. Trouver des terrains est également compliqué, ça reste un défi, et notamment et en particulier dans les grandes métropoles. Et donc, face à ces contraintes, la croissance passe obligatoirement par des acquisitions stratégiques. Donc, les grandes plateformes institutionnelles ou encore les fonds d'investissement
sont désormais hyper actifs sur le marché du self-stockage et cherchent du coup à acquérir des centres de self-stockage. Et c'est ce qui s'est vraiment passé. Par exemple, Shurgard a racheté Lock & Store dernièrement. Ardian, qui est un des leaders mondiaux de l'investissement privé, a fait l'acquisition d'A2Box, donc un des leaders du self-stockage en Occitanie. En France, on a vu des enseignes, des développements d'enseignes fulgurantes comme Locacase ou encore Réseau Ténère. Tu les vois ces containers au bord de la route? Voilà, ça montre que ici aussi, le self-stockage est en train de se développer. Alors, je te propose de nuancer un petit peu tout ça. Parce que quand même, en 2025, on a vu un taux d'occupation baisser. Est-ce qu'on doit s'en inquiéter? Il y a moins de taux d'occupation qu'on pouvait avoir en 2024. Donc, on est aux alentours des 80%. Pardonne-moi, je n'ai pas les chiffres exacts. Et en 2024, on était un peu plus haut. Pour autant, le prix au mètre carré a augmenté. C'est ce qui nous a permis de compenser. Alors, effectivement, l'inflation a fortement impacté le marché du self-stockage. Les acteurs doivent faire face donc à la flambée des coûts d'énergie, à l'augmentation des taux d'intérêt qui vont du coup réduire la rentabilité d'un projet, à des difficultés de recrutement et à une fiscalité qui est un petit peu en hausse, il faut le dire. Donc parallèlement à tout ça, en plus, le marché immobilier est à la baisse, le pouvoir d'achat est à la baisse aussi. Et donc tout ça, ça freine un petit peu la demande. Les gens déménagent moins, les gens font moins de travaux parce qu'il y a moins d'argent. Et donc tout ça entraîne finalement des diminutions de bénéfices pour les opérateurs. Est-ce que pour autant, on doit s'en inquiéter? C'est ce qu'on va voir un petit peu plus loin. Autre élément qu'on a abordé tout à l'heure, mais là on va vraiment rentrer plus longuement, c'est le défi de la sensibilisation à l'utilisation du self-stockage. En effet, un des défis du self-stockage, qui est pour moi le plus gros défi à l'heure actuelle de tous les opérateurs, c'est la notoriété. En fait, en France, 37% des personnes interrogées n'ont jamais entendu parler du self-stockage. 35% en ont entendu parler, mais sans vraiment connaître les détails. En fait, il y a une véritable méconnaissance qui souligne donc la nécessité de tous les opérateurs d'intensifier leurs efforts de communication et de marketing pour mieux faire connaître leurs services. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que nous, self-stockers, on a intérêt à mettre en place des solutions pour démocratiser le self-stockage et faire en sorte que plus de gens utilisent le service parce qu'ils le connaîtront. Et donc, c'est notamment le travail de plateformes telles que, comme je disais tout à l'heure, location garde-meubles, co-stockage, je stocke, ou de publicité que tu pourras retrouver à la télé, je crois que c'est Homebox, Annex qui fait aussi pas mal de publicité, que ce soit sur les réseaux sociaux et tout ça. Et en fait, tout ça va permettre d'améliorer la visibilité du self-stockage. Et si on prend des pays voisins, comme par exemple le Royaume-Uni, c'est pareil, on a un taux de notoriété relativement un peu plus important qu'en France, mais malgré tout, près de la moitié des habitants ne connaissent pas self-stockage. Pour autant, il y a des centres absolument partout et le Royaume-Uni est le leader incontesté du self-stockage en Europe. Donc, oui, le taux de notoriété est relativement bas et beaucoup de clients ne connaissent pas, de personnes ne connaissent pas le self-stockage. Pour autant, le self-stockage se développe quand même toujours autant et on arrive encore à remplir. Voilà pour ce qui est donc du marché et donc de la partie consolidation. Autre petite parenthèse qu'on voit aussi se développer de plus en plus, c'est un segment qui est en train de d'exploser, c'est la création de microsites, comme Gémeaux par exemple sur Toulouse. Et donc tous ces microsites arrivent et sont ultra intéressants parce que répondent à une demande ultra ciblée et proposent aussi des systèmes très facilement automatisables. Donc voilà, si tu t'intéresses un petit peu à tout ça, n'hésite pas, encore une fois, le lien est dans la description, le lien Calendly pour prendre rendez-vous, un appel téléphonique d'une demi-heure avec moi et on peut échanger pour partager un petit peu tout ça. Dans cette vidéo, je ne pouvais pas ne pas te parler de la digitalisation et de l'expérience client qui va devenir l'arme numéro 1 en 2026. Donc c'est la partie 5. Aujourd'hui, la majorité des clients commencent par louer un box sur Internet. En fait, ils commencent leur recherche sur Internet. On sait que plus de 90% recherchent
leur garde-meuble, leur centre de self-stockage, pardonnez-moi du terme, mais en ligne. Donc si tu n'es pas visible en ligne, bah, tu n'existes pas. Bon, ça, c'est pas à toi que je vais l'apprendre, en même temps, tu le sais. Faire un centre, faire une activité, obligatoirement, va te demander de créer un site internet pour avoir une certaine présence en ligne. Mais cela ne suffit plus. La digitalisation du parcours client est devenue la norme, avec la mise en place de réservations ou de paiements en ligne. Donc c'est indispensable, finalement, pour ta croissance. Et en 2026, la différence ne se fera pas si j'ai un site ou pas un site. En fait, c'est obligatoire, tu dois avoir un site. Tu dois être présent sur plusieurs plateformes pour gagner en visibilité et attirer de nouveaux clients. Mais alors, sur quoi la différence se fera? La différence va se faire sur la réservation en ligne. En 2026, il faudra que tu proposes de la réservation en ligne. Il faudra aussi que tu proposes peut-être du paiement en ligne. Il faudra que tu proposes, qui dit réservation en ligne, dit contrat électronique, dit accès autonome, dit relance automatique des règlements et dit support à distance, par exemple avec du chatbot IA, comme je sais faire, de la fac ou encore de la création de vidéos, etc. Quoi qu'il en soit, tu vois, on est vraiment en train de s'améliorer énormément sur le parcours client. L'automatisation, ce n'est pas supprimer de l'humain, c'est supprimer des frictions avec ton client. Il va falloir, toi, futur opérateur, que tu facilites considérablement la réservation en ligne. Et ouais, le self-stockage est entré, mais à grands pas, dans l'ère digitale. Le monde du self-stockage change à grande vitesse et c'est absolument passionnant, je trouve. Donc c'est fini, les clés, tu vois, les petites clés là pour rentrer, et les horaires contraignants. Le client, maintenant, ce qu'il veut, c'est arriver à son box quand il le souhaite, avoir son propre code d'accès, réserver en ligne et tout de suite surtout. Donc aujourd'hui, place aux box connectées. Salut Sensorberg au passage. Place à la réservation en ligne avec tous les logiciels d'exploitation. Si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à me mettre des petits messages en commentaire. Place aux accès 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. En fait, l'automatisation, ça va littéralement transformer le service du self-stockage. Et là, c'est complètement bénéfique. Parce que plus le service du self-stockage va se développer, va s'améliorer, meilleure l'image sera du centre et répondra du coup à toutes les douleurs d'un client. Pour être propriétaire d'un centre de self-stockage, un client veut un box tout de suite, au meilleur prix, sur une durée qu'il aura plus ou moins décidé, parce qu'en réalité, il ne sait pas vraiment, on ne sait jamais. Et au niveau de la taille, une taille qui sera vraiment adaptée à ses besoins. Il ne voudra pas un box de 6 mètres carrés alors qu'il a 3 cartons. Donc ça sera à toi à comprendre finalement ses problématiques et à lui offrir, quand lui, il a décidé, un box adéquat. Et donc cette transformation, ça passe par l'automatisation. Alors, maintenant qu'on a dit le mot, qu'est-ce que l'automatisation des centres de self-stockage concrètement? L'automatisation, ça désigne l'ensemble des technologies qui permettent de gérer un garde-meuble sans présence constante d'une personne sur place. Alors attention, on n'est pas en train encore de remplacer l'humain, parce que l'humain est encore très important, mais par contre l'humain va pouvoir se concentrer davantage sur le service client. On va enlever toutes les tâches chronophages. Je vais développer. L'objectif finalement, à travers l'automatisation, c'est de proposer un service fluide, accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tout en réduisant les coûts de fonctionnement. Et donc ça, si tu es investisseur, forcément, ça va te parler. Bon, désolé, j'ai eu un petit souci de micro et comme tu le sais, c'est du direct. Bon, j'ai réussi à rattraper le coup. Donc on disait, si tu es investisseur, ça va te parler. Mais ça va te parler pourquoi? Parce qu'en fait, réduire tes coûts de fonctionnement, ça va te permettre naturellement d'augmenter la rentabilité de ton centre. En réduisant tes charges, tu vas pour autant avoir autant peut-être de bénéfices si ce n'est plus, et donc naturellement ta rentabilité sera meilleure. Tu vas pouvoir également optimiser la gestion de ton temps en enlevant certaines tâches chronophages. Et bien entendu, un des gros avantages de l'automatisation, c'est que ça va te permettre d'optimiser et d'améliorer, on va dire ça comme ça, l'expérience client. Mais alors comment on fait concrètement? Comment on améliore l'expérience client? Grâce à quoi? Grâce
à la réservation et la location 100% en ligne. En effet, grâce à des systèmes d'automatisation, le client va pouvoir réserver un box sur ton site, sur le site d'un opérateur, signer son contrat électroniquement, régler et ainsi ensuite recevoir le code et pouvoir se déplacer dans son centre. L'automatisation va être aussi permise par un accès autonome et sécurisé. En fait, le client va avoir son propre code. Il va pouvoir commander donc le portail d'entrée par smartphone, par digicode, peu importe. Il va pouvoir être vu grâce à la vidéosurveillance accessible 24 heures sur 24 et un contrôle d'accès qui va pouvoir être utilisé par le propriétaire du centre pour continuer à conserver la sécurité. L'automatisation, elle est aussi permise grâce à la facturation simplifiée. En fait, les factures sont générées automatiquement. Le paiement récurrent, que ce soit par carte bancaire ou prélèvement, et les relances automatiques en cas d'impayé. Et ça, crois-moi, ça fait gagner du temps. Ensuite, tu vas avoir des systèmes d'assistance ou de support à distance, comme des bornes interactives sur site ou du chatbot IA. Tu vas avoir de la hotline IA que j'ai déjà mis en place ou encore des foires aux questions vraiment beaucoup plus poussées que ce que tu pouvais avoir dernièrement. Tu vas pouvoir envoyer automatiquement des vidéos explicatives pour guider tes utilisateurs, etc. Et enfin, il existe grâce à la domotique et la sécurité renforcée des systèmes comme des alarmes individuelles et connectées, de l'éclairage automatique, des capteurs de température, etc. pour vraiment venir optimiser ici aussi tes charges et vraiment conserver cette expérience utilisateur favorable et réduire les charges, que ce soit des charges électriques, des dépenses électriques, grâce effectivement à l'allumage à distance ou l'allumage plutôt automatique. Alors, quels sont les avantages de l'automatisation, même si on en a déjà un petit peu parlé? Comme je disais tout à l'heure, c'est la réduction des coûts personnels, un service 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans contrainte donc horaire et surtout sans erreur. Parce que l'intelligence artificielle, ou plutôt l'automatisation, devrais-je dire, ne se trompe pas. Tu peux aussi avoir un suivi précis et des analyses de données. Et crois-moi, la data, c'est ce qu'il y a de plus cher dans les centres de self-stockage. Donc tu vas avoir une image moderne et innovante pour tes clients, mais qui te sera aussi bénéfique pour toi, puisque ça te permettra, ici encore, d'améliorer ta rentabilité et ton gain de temps administratif. Donc finalement, automatiser son centre, c'est devenu obligatoire, on l'a compris, mais c'est aussi investir dans l'avenir de ton centre. L'automatisation n'est pas supprimer de l'humain, comme je disais tout à l'heure, c'est offrir peut-être plus de confort, plus de sécurité et d'efficacité, beaucoup moins de contraintes qu'on pouvait avoir dans le self-stockage, mais du coup, une certaine possibilité pour toi ou pour tes salariés de pouvoir se concentrer sur le service client. Autre chose également, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais l'automatisation, ça influence fortement la durée de location. En effet, grâce à la signature électronique, grâce à la réservation digitale, au paiement en ligne et du coup à l'accès par digicode, grâce à des serrures connectées ou au pilotage des prix via des logiciels donc spécialisés, les gestionnaires peuvent ajuster beaucoup plus facilement, auront beaucoup plus de temps pour ajuster et suivre le remplissage et donc piloter leur centre à distance. Donc ces innovations sont de plus en plus présentes dans les centres modernes et dans les grandes marques, mais pas que. Et donc mécaniquement, tu l'auras peut-être compris, on est en train de tirer sur la durée moyenne des 9 mois. Donc réduire peut-être cette durée moyenne, mais optimiser véritablement le prix au mètre carré. Je dirais qu'en 2026, les nouveaux centres ou les centres déjà existants tendront petit à petit sur l'automatisation et sur l'optimisation de leur prix au mètre carré, sur la réduction des tâches chronophages, car ça, étant propriétaire de centre, effectivement, c'est ce qu'on recherche aussi, et par vraiment la création de prix beaucoup plus cohérents au marché et la réduction de box inoccupées trop longtemps pour avoir des loyers beaucoup plus optimisés. Qu'est-ce que je voulais parler aussi? Donc, qu'est-ce que l'automatisation permet aussi? C'est vrai que j'en ai pas parlé, c'est que le marketing est naturellement touché par ça,
parce que on voit de plus en plus de promotions en ligne qui fleurissent. Donc comme je disais, en fait, l'automatisation permet de faciliter ce travail sur les prix et donc de venir, on va dire, influencer, lancer le marché grâce à des promotions et venir appliquer des prix sur certaines tailles donc du coup venir optimiser ces prix au mètre carré en venant stimuler finalement par de la publicité en ligne. Il y a aussi une chose qui est importante à prendre en compte, c'est que effectivement le marché se consolide, il y a de plus en plus de concurrence et donc il y a une hausse, et ça c'est concret, des frais de publicité. Effectivement, le coût d'acquisition client est de plus en plus élevé, surtout dans les grandes villes. Donc tout l'intérêt finalement de connaître ses clients, de connaître ses prospects et donc d'analyser un petit peu toute cette data et grâce à l'automatisation, grâce au logiciel d'exploitation. Donc voilà, si tu es un futur self-talker ou si tu es déjà propriétaire de centre, je t'invite très fortement si tu as du mal à remplir tes centres, à prendre du temps sur l'analyse de ta data. Parce que souvent, la solution se trouve dans la data. On voit aussi de plus en plus se développer l'énergie verte avec l'installation de panneaux solaires ou de systèmes CVC éco-énergétiques et de l'éclairage LED. Voilà, ce ne sont plus des centres comme on pouvait voir avant un petit peu exceptionnels. Là, ça a tendance à devenir la mode. En tout cas, voilà, c'est de plus en plus favorisé par les ouvertures de centres de taille relativement importante, en tout cas un peu plus de 1000 m². Cela ne concerne donc pas uniquement les petits centres, l'automatisation, je tenais vraiment à le préciser, les grands centres, je tenais à le préciser. Vous êtes propriétaire également d'un petit centre, j'ai n'importe quoi, 150 m², vous pouvez tout à fait intégrer l'automatisation et d'ailleurs je vous le recommande fortement car ça se prête parfaitement bien aussi aux petits centres. Donc pour résumer cette grande partie sur l'automatisation et sur la digitalisation, l'offre digitale et l'expérience utilisateur ne sont plus des critères éloignés, il faut les prendre en compte. En 2026, ça va se renforcer et ça ne sera plus une option, ça sera une obligation. Je voulais également vous parler dans cette vidéo de l'opportunité. Où va se trouver l'opportunité ? Ok, on a vu le marché du self-stockage, on a parlé de l'automatisation, on a parlé de la consolidation et je ne voudrais pas vous avoir fait peur en vous disant, ben voilà, le self-stockage est de plus en plus concurrentiel, il y a une consolidation, excusez-moi, et en fait, je n'ai plus de place pour moi. Alors ça, c'est faux. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des zones qui sont inexploitées et dans cette partie, je te propose de parler de l'opportunité. Où est-ce qu'il faut investir en 2026 et surtout, quel est le modèle fait pour toi? Alors, le marché français fonctionne en réalité sur deux grands modèles. Aujourd'hui, le self-stockage en France fonctionne autour de deux types d'installations. Les centres en intérieur, indoor, qui sont surtout situés en zone urbaine avec des unités accessibles depuis un bâtiment qui est sécurisé. On a aussi des installations en extérieur, les drive-up. Donc, sont souvent des installations beaucoup plus simples, modulables et dans lesquelles tu vas pouvoir notamment retrouver par exemple les containers. Et donc les deux fonctionnent, il n'y en a pas une meilleure que l'autre, mais ce ne sont pas pour les mêmes profils. Parlons tout d'abord du modèle A, donc les centres en intérieur, qu'ils soient automatisés ou non. Bien entendu, ici on parle automatisation, mais ce sont surtout des centres situés donc dans les grandes métropoles, ou pas que, en périphérie, proches des centres-villes, dans des bâtiments qui sont existants, exemple des entrepôts, des garages, des locaux commerciaux qu'on va retravailler, ou on va même construire finalement des centres à partir de zéro. Donc ces centres-là, centres en intérieur, sont souvent perçus comme plus premium. Il y a une meilleure perception de la qualité, et qui dit plus premium, dit des prix plus élevés. Et donc c'est un investissement qui est relativement intéressant, qui plaît aux investisseurs. Alors pourquoi ce modèle devient rentable en 2026, qu'il était déjà, c'est que pendant très longtemps, ces centres avaient un problème, selon moi, c'était le coût du personnel. Alors aujourd'hui, avec tous les systèmes automatisés, encore une fois, on ne va pas remplacer le personnel, mais on va optimiser tout ça. Avec la réservation en ligne, avec la gestion à distance. Donc un petit centre intérieur devient rentable, même sans accueil physique.
au même titre qu'un centre de taille plus importante pourra également être plus rentable en intégrant l'automatisation. On voit aussi le boom des installations automatisées dans les petites villes. Car oui, avec plus de 2000 villes françaises, il y a des villes de 5000 à 50 000 habitants qui sont très mal desservies. Et là, il existe une véritable opportunité où les centres sont très manquants donc il y a des centres qui peuvent se créer relativement facilement, gérés relativement facilement grâce à ces technologies de gestion à distance. Il y a aussi une opportunité, toujours dans les centres, dans les bâtiments intérieurs, c'est des petites structures comme chez moi, qui sont souvent aménagées dans des anciennes remises commerciales, dans l'ancien locaux commerciaux, qui fonctionnent parfaitement bien en gestion à distance, avec des box, des centres de moins de 150 box. Et donc c'est des centres urbains ou micro-centres qui sont très rentables et qui répondent à une population de proximité. Enfin, on va parler du modèle B, donc les sites en extérieur, les sites drive-up ou encore containers. Ici, donc ces sites-là, on va parler de containers maritimes. Les gens arrivent, alors pas forcément, il n'y a pas forcément que des containers maritimes, je précise, il existe aussi des centres sous forme de garage, un petit peu à l'américaine. Et donc du coup, c'est exactement le même concept, c'est que tu arrives en voiture, tu te gares devant et tu viens du coup déposer tes affaires. Donc ces centres-là sont très rarement implantés, voire même je crois jamais, implantés en plein cœur de ville. Ils sont situés donc en périphérie ou dans des zones où le prix au mètre carré des terrains sont moins chers. Et pourquoi ce modèle explose? Parce qu'en fait c'est un investissement qui demande, enfin c'est des centres qui demandent un investissement beaucoup moins important, qui peuvent être mis en place beaucoup plus rapidement. Il y a une modularité totale grâce aux containers, etc. Et c'est beaucoup plus visuel. On l'a vu tout à l'heure, je parlais de réseau Tener. Ces centres-là, c'est des terrains. On vient appliquer des containers. C'est monté très rapidement. Et c'est comme des Lego, ça vient se plugger facilement. Ça se remplit. Et puis, on n'en parle plus. Plus ou moins, je résume. Mais en gros, tu peux commencer petit, tester la demande et ajouter finalement des containers au fur et à mesure. Et c'est tout l'intérêt de ces box-là. Alors qu'un bâtiment à l'intérieur, une fois que tu as fait tes box, tu as fait tes box. Donc, avantage de ce modèle B, c'est que tu as un retour sur investissement qui est rapide. C'est très flexible. C'est moins de contraintes qu'un bâtiment. Tu viens poser tes containers, tu viens poser tes box extérieures. Et c'est plutôt pas mal pour des primos investisseurs. Par contre, l'inconvénient, c'est que tu as un rendement au mètre carré qui est souvent inférieur. Tu as une dépendance quand même au foncier et tu as une image, comme je disais tout à l'heure, qui est moins premium en fonction de certaines zones. Alors maintenant, une question qui revient souvent. Je vais en profiter, je vais faire une petite pause parce que c'est du lourd qu'on me pose régulièrement. C'est quel est le rendement du self-stockage? Je sais, ça revient régulièrement, donc il fallait que j'y réponde dans cette vidéo. Le retour sur investissement varie selon les modèles, on est d'accord. Mais il n'est pas rare de viser un rendement annuel entre 20 à 30%. Et ça, ce n'est pas Nicolas Tonneau qui le dit, c'est des sites, encore une fois, comme Location Garde-Meubles. Donc certains opérateurs, en particulier avec des sites extérieurs, parviennent même à atteindre des rentabilités beaucoup plus importantes. Exemple concret, tu ouvres un site non aménagé, tu mets un investissement initial de 200 000 euros et qui génère 80 000 euros de bénéfices en moins de 2 ans. Donc, ça te fait un rendement de 40%. Pour ma part, sur mes centres de self-stockage, on est entre 15 et 20 et 30%. Voilà, donc c'est quand même des investissements plutôt rentables. Moi, personnellement, j'ai rarement vu ces investissements, cette rentabilité-là sur d'autres investissements. Alors, certains vont me parler de Airbnb, mais quand on connaît toutes les contraintes et ça ne fait qu'augmenter de ce type d'investissement-là, voilà. Maintenant, tu sais que le self-stockage, ça peut être un business plutôt rentable. Mais alors, la question qui revient aussi régulièrement, surtout si tu es nouveau sur cette chaîne, c'est comment se lancer en 2026 ? Et dans cette partie, je vais te donner les grandes étapes pour se lancer dans le self-stockage. Première chose, ça paraît logique, il faut identifier une zone à potentiel. Alors moi, ce que je te conseille, si tu es nouveau, c'est de cible des villes entre 10 000 et 30 000 habitants. Il y a moins de concurrence et le prix du foncier est beaucoup moins élevé et donc c'est déjà pas mal pour se lancer.
Ensuite, il faut quand même étudier l'offre existante. Est-ce que tu as des centres de self-stockage? Est-ce que tu as des particuliers qui louent des garages? Est-ce que tu as des professionnels qui louent leurs locaux pour du stockage? Bref, fais des appels, fais des visites, analyse les taux d'occupation, essaie de voir les disponibilités, quels sont les prix, quelles sont les box qui sont proposées, les tailles de box et à quel prix. Ensuite, ce qu'il faut que tu regardes, c'est quand tu vas sélectionner ton local, ton terrain, ton bâtiment, c'est assure-toi de la bonne visibilité. Si ce n'est pas le cas, c'est pas grave, mais c'est quand même un plus. Et surtout, de l'accessibilité. Mets-toi à la place d'un client qui veut apporter ses affaires. Si il est dans des surfaces très étroites, avec une hauteur sous plafond relativement basse, ben, ça va te poser problème. Regarde également l'humidité. Et que ton bâtiment soit bien ventilé. Regarde également la sécurité. Regarde également la possibilité de se garer facilement et plus ou moins gratuitement, c'est mieux quand même. Donc tout ça fait en sorte que il faut faciliter considérablement la tâche à ton client. Ensuite, il va falloir analyser la viabilité financière. Donc il va falloir que tu rentres toutes tes charges. Il va falloir que tu calcules, tu ajoutes à ça bien sûr ton crédit, ta taxe foncière si tu en as une, tes charges de copropriété si tu en as, tes frais électricité, tes frais internet, tous tes frais de normalisation électrique et incendie. Et ensuite que tu additionnes toutes tes charges et que tu mettes en face toutes tes rentrées locatives. Il va falloir bien entendu que tu regardes aussi quelle taille de box est adaptée à ta clientèle. Donc pour cela, si tu as des questions, n'hésite pas. Moi, j'ai créé justement une formation pour ça, pour t'aider à aménager tes centres, pour t'aider à répondre à toutes ces questions et t'accompagner finalement dans ce travail-là. Il va falloir que tu vérifies aussi toutes les perspectives économiques de ta zone. Est-ce qu'il y a des logements? Est-ce qu'il y a des commerces? Est-ce que la zone est en développement plutôt positif ou non? Il va falloir que tu regardes aussi tes règles d'urbanisme. Est-ce que le PLU autorise ce type d'activité dans ce type de local-là? Est-ce que la nature de ton local permet une activité commerciale de self-stockage? Et enfin, il va falloir bien entendu préparer ton lancement avec l'aménagement de ton centre, que ce soit par des box ou par des containers. Il va falloir que tu penses à la sécurité, par exemple incendie, sécurité de l'homme avec des caméras de vidéosurveillance, du contrôle d'accès, peut-être même des serrures connectées. Il va falloir que tu penses à tout ce qui est automatisation. Il va falloir également travailler sur la partie communication et la communication digitale, comme on en a parlé précédemment. Donc il va falloir que tu développes finalement une stratégie marketing locale, puisque c'est un service de proximité et surtout en ligne pour attirer tes premiers clients, générer tes premières réservations automatiques ou non. Il va falloir que tu travailles sur ton SEO, donc le référencement, sur la publicité locale et peut-être même de la publicité hors ligne, tels que des panneaux, des partenariats locaux, etc. Voilà une vidéo plutôt importante, tu vois. J'ai essayé de travailler sur un maximum d'éléments. On va dire que c'était la masterclass, comme je disais tout à l'heure, de 2026. Maintenant, ce que je te propose, c'est en fin de vidéo, la petite conclusion qui va bien. Donc, pour conclure, le self-stockage, c'est un business qui est en pleine accélération. Oui, il se consolide. Le self-stockage en France n'est qu'au début de son développement. Les centres se développent un petit peu partout. Il y a un potentiel de croissance énorme, surtout si le taux de notoriété se développe et naturellement, il va se développer. On l'a vu chez nos pays voisins, donc il y a de fortes chances que ce soit pareil pour nous. Et donc, de nouveaux acteurs arrivent. On a parlé des fonds d'investissement qui arrivent avec des gros moyens. Donc, eux aussi vont chercher à démocratiser ce service-là. Et que tu choisisses donc un modèle intérieur automatisé ou un modèle extérieur ici aussi automatisé, les opportunités sont réelles, sont tangibles, on le sait. Mais il est important de faire les choses correctement. Il n'est pas si facile d'ouvrir un centre. Comme tout business, il y a des choses à connaître. C'est un investissement qu'il va falloir maîtriser et avoir les bons outils pour qu'il ne soit pas trop chronophage. Bien entendu, pour qu'il soit rentable et que tu puisses aussi peut-être en ouvrir d'autres si le premier est un carton et voilà que ça cartonne, quoi. Cependant, moi je tends à noter aussi qu'il y a une France
à deux vitesses qui convergent. Il y a des centres professionnels avec les gros opérateurs, mais pas que. Les nouveaux opérateurs indépendants sont aussi capables de produire des centres. D'ailleurs, c'est ce qu'on a fait par l'intermédiaire de ma formation. J'ai accompagné pas mal d'investisseurs et notamment un centre là qu'on est en train de terminer justement au jour où je tourne cette vidéo, qui est sur Roanne, un centre de 1300 m² qui va être automatisé. Voilà, donc ce ne sont pas des grosses structures. Pour autant, eh bien, les investisseurs indépendants sont aussi capables d'offrir, et je suis capable également d'accompagner des investisseurs indépendants à créer des centres aussi qualitatifs que les gros acteurs de ce marché. Donc voilà, on a un marché français à deux vitesses. D'un côté les professionnels et d'un côté les centres un petit peu traditionnels. Vous avez vu que ce n'est pas la même durée de location. Certains utilisent l'automatisation, d'autres non, même si la tendance est de plus en plus à l'automatisation. On sait que le marché va se développer, va être de plus en plus concurrentiel. Pour autant, il ne faut pas s'en inquiéter, encore une fois. Cependant, comme tout marché qui se professionnalise, il va falloir obligatoirement prendre en compte toutes les normes imposées par ces professionnels du self-stockage. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Comme je te l'avais dit, c'est une vidéo relativement longue. Je te remercie si tu as pu l'écouter jusqu'à la fin. Je te repartage le bouquin, le grand livre du self-stockage, qui est du coup le tout premier livre du self-stockage en France, que j'ai pris plaisir à écrire. Si tu veux en savoir plus, comme tu le sais déjà, n'hésite pas. Les liens sont dans la description. Le petit starter kit gratuit, etc. Le petit lien calendrier. Je te retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Il y a 2 fois prochain. Bon, c'est la fin de la vidéo. Je suis peut-être un petit peu fatigué. En tout cas, voilà, je te remercie pour tout. Et je te dis à très vite. Excellente journée à toi. Salut!